Le Messie de Handel, on l'attend à chaque année. Et pendant des années, on a entendu l'Orchestre classique de Montréal sous la direction de Boris Brott. C'était devenu un rendez-vous annuel. Là, on a la chance de recevoir dans la crypte évidemment de ce lieu fantastique. C'est Simon Rivard que je rencontre pour la première fois aujourd'hui. Alors Simon, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. J'aimerais d'abord dire que tu es le directeur musical d'un ensemble à Toronto depuis quand même 2018, m'as-tu dit. C'est la Toronto Symphony for Youth ou Youth Symphony, je ne sais pas trop comment le prononcer. On dit TSYO, c'est vraiment l'acronyme que j'ai dit le plus dans les dernières années, Toronto Symphony Youth Orchestra. Alors, moi, à la base, en 2018, j'étais chef en résidence à l'Orchestre symphonique de Toronto, au TSO. Et comment ça fonctionne à Toronto, c'est que l'Orchestre des jeunes fait partie du Grand Orchestre. C'est comme si l'Orchestre symphonique des jeunes de Montréal faisait partie de l'OSM. Alors, D'accord. c'est comme un département, le département d'éducation du TSO a l'Orchestre symphonique des jeunes. Alors, le chef assistant, le chef en résidence et le chef de facto, le chef de l'Orchestre symphonique des jeunes. Et comme j'ai terminé mon contrat comme chef assistant à l'Orchestre symphonique de Toronto l'année dernière, en juin 2022, euh, j'ai quand même continué, j'ai voulu continuer avec l'Orchestre des jeunes et on m'a demandé de continuer avec l'Orchestre des jeunes parce que ça allait très bien, puis parce que aussi on voulait, je voulais pouvoir développer avec eux. Alors voilà, je me retrouve chef de l'Orchestre des jeunes de Toronto c'est la quatrième saison maintenant. Ouais, D'accord. la cinquième saison. Oui. Avant de s'embarquer sur le Messie, j'aimerais ça que tu parles un petit peu de toi parce que tu es de la région de Montréal, tu es de la rive sud, c'est ça, à Exact. Ouais. l'origine? À l'origine, je suis de la rive sud de Montréal. J'ai fait mes études sur la rive sud. J'ai fait le conservatoire en violon. Je suis violoniste à la base. J'ai fait beaucoup de violon, beaucoup de chant, tout ça. Et j'ai changé pour la direction d'orchestre vraiment pas mal plus tard. Je suis allé à McGill étudier à l'université, étudier avec Alexis Hauser. Et c'est vraiment là, à McGill, que j'ai eu la piqûre, moi, pour le chant choral. Je faisais partie des Schulich Singers à l'université McGill. Et j'ai vraiment voulu développer ça davantage. Je fais partie un peu de l'écurie, si on veut, St. Andrews and St. Paul's à Montréal, où j'ai été là comme ténor, j'étais là comme chef assistant. Puis j'ai été très inspiré par toute la tradition. On a un extraordinaire musicien qui vient de nous quitter, Wayne Riddle, cette semaine. Wayne, qui était un grand, grand pédagogue choral au Canada, puis qui était chef à St. Andrews and St. Paul's pendant plusieurs années, puis qui, lui, m'a transmis à travers lui, puis à travers la tradition qu'il avait instaurée à St. Andrews and St. Paul's, l'amour du chant choral, puis par là, l'amour du Messie aussi. Ben, tu vas être gâté avec le Messie de Handel parce qu'il y a Mhm. des voix. Il n'y a même pas un chœur, il y a deux chœurs. Fille de Lille, Jacqueline Woodley qui dirige, et les chantres musiciens qui seront dirigés par Julien Patnaud, le fils de Gilbert. Et Exact. tu vas être gâté, là. Ouais, j'ai vraiment. En fait, je les ai rencontrés, moi, cette semaine pour la première fois, puis j'ai vraiment été soufflé, là. C'est deux groupes, mais ensemble, ils forment un ensemble très unifié. Fait que je veux dire un groupe pour l'instant, là, mais c'est un groupe très dynamique. C'est un groupe qui veut vraiment aller chercher le plus qu'ils peuvent de la musique, vraiment le distiller, l'essence. Puis c'est vraiment facile de travailler avec eux. En plus, c'est des gens tellement ouverts, tellement souriant, tellement talentueux que la répétition a duré 2 heures, mais on dirait qu'elle a duré 5 minutes, là. Ben, là, on a vu une image du cœur des filles. J'aimerais Mhm. ça maintenant mettre une image de l'autre bande de voix, c'est-à-dire ces gens qui vont compléter toute la musicalité dégagée Mhm. par les solistes. Et ça, c'est les chantres musiciens, dirigés encore une fois par Julien, je le rementionne, parce que, bon, il succède à Gilbert Patnaud. Ouais. Et Mhm. Gilbert Patnaud, à qui on rend un hommage, et ça va être d'une certaine façon un double hommage parce que l'Orchestre classique de Montréal, c'était l'orchestre de Boris Brott, l'ancienne McGill, est devenue cette formation très respectée, très respectable. Et j'imagine que pour toi, de prendre la direction
de l'Orchestre classique de Montréal avec le Messie de Handel. Il doit y avoir une dose d'émotion là-dedans. Oui, c'est sûr, mais c'est surtout une dose d'humilité, là, c'est de ne pas vouloir. Tu sais, quand on fait le Messie, par exemple, il y a beaucoup de façons de faire le Messie parce que c'est une œuvre qui est tellement gigantesque que on peut faire des coupures, on peut faire Le menu est différent à chaque année, mais là, cette année, c'est important de prendre le menu, c'est-à-dire de prendre les coupures ou de prendre le déroulement du Messie tel que Boris l'avait voulu. Alors oui, cette soirée-là, c'est un double hommage, puis ça va être beaucoup d'émotions pour moi, mais surtout pour son orchestre. Puis, puis à la mémoire de Gilbert, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions pour les chantres musiciens. Puis je sais que Julien, qui est son fils, va chanter aussi pendant la représentation. Fait que c'est sûr que pour lui aussi, là, mes pensées vont à lui, vont à Marianne, vont à tout le monde, là. Moi, c'est juste de l'humilité de juste servir cet événement-là. Tu sais, puis c'est sûr qu'il va avoir Ouais, ça va être une grande aura d'hommage puis de tristesse, mais espérons qu'à la fin, avec la musique, on va être capable de transcender ça dans la soirée, puis au moins finir sur une note peut-être avec de l'espoir, parce que c'est un peu l'objectif du Messie. Tu sais. C'est l'objectif de cette pièce-là, c'est justement de commencer dans le sombre puis finir dans la lumière. Fait qu'on va voir si la musique va avoir cet effet-là dans nos cœurs aussi. Et si tu me permets, Simon, ton émotion est palpable. Euh, je le comprends très, très bien. Revenons à la partition du Messie Ouais. de Handel. Mhm. C'est une partition qui est pas évidente et dans un lieu qui aussi est pas tout à fait évident parce que l'Oratoire Saint-Joseph, il y a un retour de son qui est quand même important. Donc, il faut s'adapter à ça. Oui, il faut s'adapter à chaque fois qu'on arrive dans un nouvel environnement. Puis les églises en particulier sont difficiles à gérer. Il y a des églises qui sont très faciles. Je veux dire, il y a l'église de la Visitation à Montréal qui est comme un bijou, tout ça, mais il y a des églises qui ont des défis que même si ça sonne très bien, pour arriver à ce que ça sonne parfaitement, il faut vraiment faut faire des compromis. Des fois, la vitesse, tu sais, on ne peut pas jouer aussi rapidement dans une église qui a de l'écho que dans une église qui n'a pas d'écho. Tu sais, un environnement sec, comme par exemple la salle la plus sèche que je connaisse au monde, c'est le Rideau Vert, là. C'est comme, il y a aucun son. Le son, ça avale le son directement. J'ai entendu un concert là, puis je me dis, oh non, mon Dieu, je ne pourrais jamais faire ça là. Alors qu'il y a des salles qui sont ultra, ultra, ultra réverbérantes où c'est presque impossible de jouer. Je pense que la crypte de ce que j'ai entendu, c'est vraiment un bon compromis entre les deux. Fait que je pense que les gens vont être servis. On va pouvoir avoir des tempi qui soient vivants, qui soient énergiques, mais en ayant cette espèce de coussin sonore pour pouvoir vraiment envelopper le son du plus grand nombre d'harmoniques, puis le plus grand nombre de c'est ça, d'harmoniques. Les harmoniques du son, c'est ce qui fait la beauté, c'est ce qui fait ce que le son nous touche, c'est ça, ce qui fait que c'est pas trop direct, que c'est comme enveloppé d'un coussin. Je pense que les gens vont avoir ça quand ils vont venir nous voir. C'est quand même inouï qu'on ait réussi à mettre ensemble quatre très belles voix. Il Mhm. faut dire que les solistes sont remarquables et je vais en même temps qu'on en parle produire quelques images. On pourrait peut-être Mhm. commencer par celle d'Hélène Brunet, la soprano, Mhm. qui est un grand raffinement, d'une grande classe, d'une femme élégante. Et tu les as entendus pour la première fois, les quatre ensemble, hier, je crois, non? En fait, je ne les ai pas entendus encore. On a discuté ensemble, on a fait. Hélène, elle ne me connaît pas, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés récemment, officiellement, euh, dans le cadre d'une entrevue. Par contre, je l'avais déjà rencontrée par le passé. Elle ne le sait pas. Moi, je m'en souviens très bien parce que c'était en 2011, j'avais 22 ans, puis elle faisait son cinquième cycle au Conservatoire de musique de Montréal, puis elle était soliste dans la quatrième symphonie de Mahler, dirigée par Raffi Arménian, puis elle venait travailler sa partie parce que la quatrième symphonie de Mahler se termine par un lead euh, pour soprano et orchestre, un court lead. Et elle venait travailler sa partition dans nos cours de direction d'orchestre. Alors moi, je la voyais hebdomadairement travailler avec Rafi, puis je jouais dans l'orchestre quand je faisais la quatrième de Mahler. Alors je me rappelle très, très, très bien de sa voix, puis j'ai suivi sa carrière après à distance, mais j'ai quand même suivi ce qu'elle faisait. Fait que j'ai vraiment très hâte de faire le Messie avec elle.
Quand tu dis tu jouais dans l'orchestre, tu es violoniste de formation Exact, je suis violoniste de formation. Alors, à cette époque-là, c'était ma dernière année au conservatoire quand on faisait la quatrième de Mahler. avant de Mhm. passer à la direction d'orchestre. Avant de passer à la direction d'orchestre. Oui. Alors, on va regarder maintenant contralto qui est Mhm. beaucoup dans les médias par les temps qui courent parce qu'elle a mérité de façon quasi successive trois concours. Elle a mérité trois prix, dont le dernier est le 50 000 offert de carrière, offert par la fondation du père Fernand Lindsay. Ton rapport est-ce que c'est la première fois que tu rencontres Rose? Non, c'est pas la première fois. On a été à McGill en même temps. Mhm. Rose, je pense qu'on a gradué la même année. Moi, j'ai gradué en 2017. Je pense que c'est ça. Je pense qu'elle a gradué en 2017. Elle faisait partie d'une production de Die Fledermaus à l'Opéra McGill. Alors, j'étais l'assistant sur cet opéra-là avec elle. Alors, je l'avais rencontrée à ce moment-là. Puis c'est vraiment quelqu'un qui, à chaque fois que je l'entends, là, ça vient me chercher. Euh, Puis j'ai lu dans une entrevue récente avec Rose que soit c'est son premier Messi ou que je pense que c'est son premier Messi, ou ça se peut qu'elle en ait fait un plus tôt cette saison, mais j'avais lu une entrevue cette année disant les gens ne me demandent pas pour le Messi, puis c'est vraiment la pièce que j'aimerais le plus chanter. Alors j'ai vraiment hâte de voir d'entendre ce qu'elle a à dire dans cette pièce-là, qui, je pense, voulait dire quelque chose pour elle. Puis je pense que c'est la première fois qu'elle va le chanter. Si c'est pas la première, c'est la deuxième. Là, ça fait pas très longtemps qu'elle chante le Messi. J'aimerais savoir si la personne qu'on va voir à l'écran en ce moment, Ouais. Zachary Rioux, si c'est Mhm. quelqu'un que tu as ramené de Toronto. En fait, je ne l'ai pas ramené de Toronto. Zach, c'est un ténor extrêmement talentueux. Je pense qu'il a déjà chanté le Messie avec l'Orchestre classique en 2019. C'est quelqu'un que en fait, que j'ai ramené. On a travaillé ensemble à Edmonton. On a fait Tosca ensemble. Il faisait le rôle de Spoletta et il était aussi le cover pour Cavarados, aussi pour le rôle principal. Puis c'est vraiment une voix que j'ai appris à connaître, puis qui est vraiment exceptionnelle, une grande voix. Euh, Puis en plus, c'est un travailleur acharné. C'était tellement impressionnant de le voir à Tosca parce que je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de temps mort dans des répétitions d'opéra, dans des staging rehearsals, dans des répétitions de théâtre. Et on pouvait toujours voir Zach dans un coin de la salle qui était en train de faire quelque chose dans sa tête. Il était en train, tu sais, lui, il meublait son temps en racontant des histoires, je pense, puis en bougeant dans l'espace avec ses mains, avec ses pieds, puis en chantant des petits bouts, alors que tout le monde prenait un café, jasait. Lui, il est comme, c'est tellement un travaillant, c'est tellement quelqu'un qui a un imaginaire riche que j'ai tellement hâte de voir de quoi ça va avoir l'air dans le Messie, parce que c'était fantastique dans Tosca, j'ai hâte de voir dans le Messie. Ouais. Et la deuxième voix masculine, c'est quelqu'un dont je reconnais le talent absolu de baryton. Il a vraiment une voix Mhm. superbe. Et en l'occurrence, c'est Philippe Aldis. Est-ce que c'est une première pour toi avec lui? Pour moi, c'est la première fois que je vais travailler avec Philippe. Je connaissais sa voix, je l'ai déjà entendu chanter avant. C'est ça, dans le milieu de la musique, souvent, c'est qu'on se rencontre sans vraiment se rencontrer, tu sais, parce qu'on va à tellement de concerts différents, on va tellement d'événements un peu partout au Canada, aux États-Unis, qu'on rencontre des voix, puis on ne se doute pas que, c'est quelques mois après, on va travailler ensemble. Mais là, Philippe, je l'ai rencontré dans une entrevue en même temps que Hélène, puis c'est vraiment un être humain fantastique. C'est quelqu'un de très centré, de très focus, de très doux aussi, mais avec un feu, on sent un feu intérieur, puis on a besoin de ça pour la partie de baryton, la partie de basse dans le Messie, parce que c'est la partie qui... C'est Philippe qui disait ça dans l'entrevue, qu'à chaque chose que la basse chante dans le Messie, on dirait que c'est gravé dans la pierre. Tu sais, c'est pas... Tu sais, la soprano, il y a quelque chose de très léger, il y a quelque chose de très angélique dans les airs de soprano. Dans les airs de basse, c'est quelque chose de très inexorable. Un peu, c'est comme si c'est Moïse ou un prophète ou quelqu'un qui parle tout le temps, puis c'est tout le temps des paroles plus grandes que nature. C'est pas des paroles qui sont tendres, c'est des paroles qui sont plus impératives, qui sont un peu plus, c'est un peu plus sombres. Fait que ça prend quelqu'un qui a ce charisme-là. Puis Philippe a vraiment ce charisme-là. Je vais montrer la dernière image. C'en est une de Simon Rivard en action. Et j'aimerais te poser la question suivante.
Quel est ton style de direction? Es-tu un fougueux? Es-tu un doux? Un harmonieux? Mon style de direction, j'ai cette photo-là, c'est drôle parce que cette photo-là, je pense que ce que je dirige, c'est une ouverture de Shostakovich avec l'Orchestre des Jeunes de Toronto, tous masqués parce que c'est le concert de mai dernier. Puis moi, c'est vraiment, je pense que c'est toujours une question qui est difficile, mais fougueux, très probablement, oui. Je ne suis pas quelqu'un qui a un style de direction très classique, c'est-à-dire très carré, très académique. J'aime beaucoup prendre des risques. J'aime beaucoup improviser dans les concerts, c'est-à-dire pas improviser de façon euh, euh, comme en jazz, mais plutôt de trouver à chaque concert des moments qu'on peut faire un peu différemment. Alors, je garde les musiciens souvent sur le bout de leur chaise. Je suis quelqu'un qui est très, très obsédé par le phrasé musical, qui est obsédé par aller au bout de ses idées, parce que moi, mes mentors ont fait ça beaucoup, me pousser à aller au bout de mes idées. Par exemple, une de mes grandes mentors, c'est Barbara Hannigan, qui est une grande chanteuse canadienne avec qui je Elle travaille vient, énormément. elle s'en vient à Pardon? Montréal. Elle s'en vient à Oui, Montréal. exact. Faire sa pièce fétiche qui est Lonely Child. Puis j'ai fait Lonely Child avec elle aussi. Puis Barbara, c'est une grande inspiration pour moi parce qu'elle va toujours au bout de ses idées. Il y a pas de règles, il n'y a pas elle croit pas, tu sais, à tout ce mouvement-là de la Historically Informed Practice Performance. C'est très important. C'est très important de comprendre comment les gens jouaient dans la période baroque, puis d'essayer de comprendre la musique à travers leurs yeux, mais c'est aussi d'essayer de se défaire des impératifs, puis se défaire des livres de règles, puis juste, une fois qu'on a une idée, ben, d'aller au bout de cette idée-là, parce qu'on ne peut pas la vendre à moitié, l'idée. Il faut vraiment l'assumer, presque Pas, l'exagérer pour que les gens comprennent. Tu sais. pas de demi-mesure, c'est ça qu'on Exact. Si on fait une demi-mesure, il y a des gens qui vont finir la pièce avant. Parce qu'on doit jouer toutes les mesures, puis on doit faire toutes nos idées à leur pleine mesure aussi. Simon Rivard, ça a été un plaisir de faire ta rencontre et Ben, merci beaucoup. je suis convaincu que les gens qui pensent. D'ailleurs, il y a un spécial là. Il y a des billets gratos, gratuits pour les 12 ans et moins, si Mhm. ils sont accompagnés d'un adulte. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors, récapitulons, je te laisse le mot de la fin. Je te laisse inviter les gens à aller faire un tour. Où, quand, comment. Ben, j'invite tous les gens à venir entendre le Messie d'Andel avec l'Orchestre classique de Montréal, les chantres musiciens, les filles de Lille, avec aussi Hélène Brunet, avec Rose Nagar-Tremblay, Zach Rioux, Phil Addis. C'est à 7h30 le 13 décembre à la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph. On vous attend. Merci beaucoup et je te souhaite un excellent concert. Merci beaucoup, beaucoup. À bientôt. Grand plaisir.